Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Hier soir, notre émission a fait pas mal de bruit. Beaucoup de réactions, beaucoup de questions, tout ça, à cause d'un grand absent et pas n'importe lequel, Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, qui a carrément zappé le tout premier sommet du G20 organisé sur le sol africain à Johannesburg en juin dernier. Un rendez-vous historique, une vitrine pour l'Afrique, une scène mondiale où 22 pays triés sur le volet, y compris l'Algérie, avaient reçu leur carton d'invitation. Ce qui rend le tout encore plus surprenant, c'est que le chef de l'État algérien avait lui-même annoncé dans une interview donnée à la presse locale fin septembre 2025 qu'il comptait y aller. Résultat, pas de président à l'horizon. Et pour le remplacer, son tout nouveau Premier ministre, à peine nommé encore, en rodage sans bagage diplomatique, balancé dans l'arène internationale comme un bleu. Autant dire que ça a fait jaser. Pourquoi cette absence? Pourquoi cette délégation expéditive? Hier, on a tenté de lever une partie du mystère. Apparemment, selon nos informations, le président Tebboune traînerait depuis 2 ans les restes d'un Covid long. Fatigue chronique, déplacements compliqués, surtout sur des vols de plus de 8 heures. Pas l'idéal pour traverser l'Afrique jusqu'en Afrique du Sud. Pas évident quand le corps dit « stop » avant la volonté. Alors parlons un peu du fameux Covid long, cette sale bête qu'on traîne comme une valise sans roulette. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est cette forme persistante et capricieuse du Covid-19 qui refuse de partir même après des mois, voire des années. Ceux qui l'attrapent dans sa version la plus coriace se retrouvent avec un sac de symptômes en cadeau, fatigue extrême, essoufflement, douleur chronique. Bref, un cocktail dont on se passerait bien. Et surtout prendre l'avion pour un vol de 9 heures, autant demander à courir un marathon avec un gilet pare-balles. On comprend donc que pour quelqu'un dans cette situation, Johannesburg, c'est pas la porte à côté. Sauf que, certaines sources ont voulu nuancer le tableau. Attendez, Abdelmadjid a un jet privé tout confort, un staff médical aux petits soins, et il s'est bien rendu à New York en septembre 2023 pour l'ONU. Pas faux. Mais bon, on ne va pas se mentir, d'après plusieurs infos que nous avons recoupées, cela fait 2 ans que son état de santé laisse franchement à désirer. Donc même avec un fauteuil massant à bord, l'envie de traverser la moitié de la planète ne semble pas au rendez-vous. Ce n'est pas la grande forme visiblement. Mais attendez, ce n'est pas tout. Selon d'autres langues bien pendues, il y aurait une seconde couche dans cette mystérieuse affaire d'absence présidentielle à Johannesburg. Parce que sur le papier, rien n'empêchait M. Tebboune de faire un petit crochet par un autre pays africain pour souffler un peu posé pour quelques photos et ensuite continuer pépère vers l'Afrique du Sud à bord de son palace, volant avec médecin à bord et coussin en soie. Techniquement, aucun problème. Logistiquement, tout à fait faisable. Il suffisait d'un peu de volonté, sauf que voilà certains murmurent que la vraie raison serait d'un tout autre registre politique, bien sûr. Selon ces mêmes sources, le chef de l'État algérien aurait préféré rater tout le sommet plutôt que de risquer de croiser Emmanuel Macron. Oui, vous avez bien entendu. Pas une fuite sanitaire, non une esquive diplomatique. Et là, ça commence à devenir franchement gênant. On parle quand même d'un président d'un grand pays qui aurait boudé un sommet mondial juste pour éviter une poignée de main avec un homologue. Ce n'est plus de la prudence, c'est de l'école maternelle. Même si ce n'est qu'un fond de vérité, et je dis bien même si c'est déjà trop. Car si une rencontre avec Macron suffit à déprogrammer un déplacement international, on est en droit de se poser de sérieuses questions. Allons, soyons sérieux, 2 minutes. Emmanuel Macron, ce n'est quand même pas Dracula. Il ne va pas surgir dans la nuit pour mordre Tebboune au cou. Et pourtant, à voir la tournure des choses, on dirait bien que notre président algérien préférait disparaître de la carte plutôt que de lui croiser le regard. Officiellement, il ne s'agit pas de peur. Non, non, bien sûr que non. Ce n'est pas Macron qui lui fait trembler les genoux, à moins que ce ne soit justement le cas, et là, ce serait encore plus embarrassant. Mais en réalité, tout indique qu'il ne voulait pas lui tendre la main, éviter la bise protocolaire, zapper, les sourires en coin et surtout esquiver un éventuel tête-à-tête qui pourrait marquer le début d'un dégel diplomatique. Bref, tout sauf enclencher une tentative de rapprochement. Ce n'est pas qu'il redoute Macron en tant qu'homme, c'est plutôt qu'il fuit ce que cette rencontre pourrait symboliser, une porte entr'ouverte vers la réconciliation.
Et visiblement, cette porte, il n'avait pas envie de l'entrouvrir. Pas cette fois. Franchement, je vous avoue que je ne pige plus rien à la stratégie du régime Tebboune dans sa querelle interminable avec Paris. Un coup, il souffle le chaud, un coup, le froid. Et là, c'est carrément un courant d'air politique. Si vraiment vous ne voulez rien savoir d'un apaisement avec la France, alors expliquez-moi pourquoi vous avez libéré Paul Sang. C'est une énigme. Et encore mieux, pourquoi diable avoir fixé la date du procès en appel de Christophe Glaise pour le 3 décembre? C'est censé envoyer quel message? Une main tendue? Une ruse diplomatique? Un clin d'œil à Berlin plutôt qu'à Paris? Et là, je vous pose la vraie question, à quoi bon entretenir cette crise comme si c'était un feu sacré? On en est à plus de 18 mois de tension, 18 mois de silence radio, au sommet de pics diplomatiques de non-dits et de regards fuyants. À un moment, il va bien falloir que les deux présidents se parlent. Ils ne vont pas passer le reste de leur mandat à se tourner le dos comme deux ados fâchés. Cette impasse devient ridicule et surtout dangereuse. Rarement dans l'histoire des rapports franco-algériens, on aura atteint un tel niveau de crispation. Soyons clairs, la France et l'Algérie, ce n'est pas un flirt d'été. C'est une histoire compliquée, dense, parfois explosive, mais impossible à ignorer. Les deux pays sont liés par des intérêts stratégiques massifs, que ce soit sur le plan économique, sécuritaire ou migratoire. L'Algérie n'est pas un pays lambda pour Paris, et inversement, la France n'est pas un partenaire quelconque pour Alger. C'est du sérieux, du lourd. Et justement, à l'occasion du G20 à Johannesburg, Emmanuel Macron, fraîchement débarqué, n'a pas échappé aux questions sur ses rapports avec Alger, ni sur cette fameuse entrevue prévue puis mystérieusement annulée à la dernière minute avec le président Tebboune. Les médias algériens comme français l'avaient annoncé en fanfare, et pouf, plus rien. Mais Macron, loin d'envenimer la situation, a sorti un discours très lisse, très diplomatique. Il a joué la carte de la conciliation. Je veux construire une relation tournée vers l'avenir apaisé, mais il y a encore beaucoup à réparer. Et il a même admis que sur les gros dossiers sécurité, immigration, économie, eh bien, c'est pas la joie. Rien n'est au beau fixe. Alors voilà. Quand on demande à Macron pourquoi il n'a finalement pas serré la main de Tebboune à Johannesburg, il ne sort pas le violon, mais presque. Sa réponse, très posée, très maître zen. La rencontre aura lieu quand on aura mis en place les conditions pour qu'elle serve à quelque chose. Traduction, pas question de papoter juste pour faire joli. Ce qui est clair, c'est que même lui semblait un brin désabusé. Il s'attendait à ce que la fameuse entrevue annoncée partout, relayée à la fois par la presse française et algérienne, ait lieu. Et paf, elle disparaît du programme à la dernière minute comme par magie. Dommage. Et au fond, faut le dire, le G20, ce n'est pas un goûter de quartier, c'est l'événement où les plus gros poissons de la planète se retrouvent. Pour l'Algérie, y participer à fond, c'est une opportunité stratégique. Parler avec les puissants, négocier, réseauter, défendre ses intérêts. Même serrer la main à Macron sans lui dire un mot aurait suffi. Pas besoin de dîner aux chandelles. Mais non, visiblement, chez Tebboune, on voulait une rencontre préparée sur mesure ambiance tapis rouge. D'ailleurs, Macron a glissé une phrase bien pesée. Ces dernières années, on a quand même avancé grâce à une méthode basée sur le respect et une certaine fermeté. Un message à lire entre les lignes, vous ne croyez pas ? C'est devenu presque un jeu politique des deux côtés de la Méditerranée. En France, certains transforment l'Algérie en punching ball électoral, tandis qu'à Alger, d'autres utilisent la France comme bouc émissaire de service. Là-dessus, oui, Macron a mis le doigt pile là où ça fait mal. Et il faut le dire franchement, tant que chacun continue à instrumentaliser l'autre pour flatter son opinion publique, on ne sortira jamais du cercle vicieux des crispations et des crises. Ce qu'il faut, c'est un peu de maturité des deux côtés. Que Paris cesse de voir Alger comme un levier pour sa politique interne et que l'Algérie arrête de faire de la France son ennemi utile à chaque discours populiste. Ce sont deux États souverains, deux nations indépendantes, et il est temps qu'ils se parlent d'égal à égal. Ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts, mais ils partagent bien plus qu'ils ne l'admettent. Oui, il y aura encore des désaccords, c'est inévitable. Mais ces différends doivent se traiter à la table des discussions, pas dans les tribunes politiques, ni à coups de déclarations piquantes. Le dialogue et le compromis, c'est ça la voie des grands, pas les petites phrases de campagne.
Sérieusement, je me gratte encore la tête, pourquoi diable le régime algérien s'obstine-t-il à maintenir cette épreuve de force avec la France? Quel est le gain au juste? Un trophée invisible? Une victoire diplomatique imaginaire? Franchement, le jeu en vaut-il la chandelle? On parle tout de même d'un pays, la France, qui figure parmi les piliers économiques de l'Algérie. Pas un partenaire secondaire, non. L'un des 3 ou 4 plus stratégiques. Et ce n'est pas tout, c'est aussi le territoire qui accueille la diaspora algérienne la plus massive sur la planète. Une communauté colossale, près de 5 millions de personnes, ayant toutes d'une manière ou d'une autre un lien avec l'Algérie. Par le sang, par l'histoire, par les racines. Alors entretenir la tension avec un pays aussi central, c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied et demander pourquoi ça fait mal. Rien qu'en France, on compte un minimum de 3 millions d'âmes liées de près ou de loin à l'Algérie. Et là, je ne parle pas seulement des Algériens avec passeport d'aisé en poche. Non, non. Il y a les binationaux, les natifs d'Algérie qui ont refait leur vie de l'autre côté de la Méditerranée, ceux qui sont nés là-bas, mais ont été naturalisés ici, sans oublier les Français avec des racines algériennes bien plantées dans l'histoire familiale. Et quand on pousse un peu plus le calcul, si on ajoute les sans-papiers, les pieds noirs, les harkis et toute leur descendance, le chiffre grimpe et la réalité saute aux yeux. Cette communauté est vaste, diverse, mais profondément algérienne dans son lien à la terre d'origine. Finalement, être algérien, ce n'est pas qu'un tampon dans un passeport. C'est une mémoire, une histoire partagée, un lien affectif, parfois conflictuel, souvent viscéral avec un pays qui ne laisse personne indifférent, que ce soit dans le sang ou dans le cœur. On ne parle pas ici d'une poignée d'individus perdus dans la masse. Non, la réalité, c'est qu'il existe aujourd'hui une communauté franco-algérienne qui dépasse largement les 5 millions de personnes. 5 millions. C'est plus que la population de certains pays européens. Et les chiffres ne s'arrêtent pas là. Chaque année, ce sont près de 5,5 millions de passagers qui font la navette entre les deux rives de la Méditerranée, à tel point que les vols entre Alger et Paris ressemblent parfois à des lignes de métro à ciel ouvert. Des dizaines de liaisons aériennes par jour, des sièges pris d'assaut et des liens humains culturels et historiques qui ne peuvent pas être gommés par une brouille diplomatique. Ajoutez à cela des enjeux de sécurité partagée, des problématiques migratoires sensibles, des réseaux criminels qui ne connaissent pas les frontières et une réalité économique où les entreprises françaises occupent un espace conséquent en Algérie. Bref, on est loin d'une relation anecdotique. C'est une connexion profonde, complexe et impossible à ignorer. Soyons sérieux, faire comme si la France n'était qu'un figurant dans le film algérien, c'est se mentir à soi-même. Ce pays pèse lourd dans la balance, tout comme l'Algérie compte énormément pour Paris. Prétendre le contraire, c'est du théâtre. Et cette stratégie de confrontation permanente, ce bras de fer inutile et bruyant, qu'est-ce qu'il nous a vraiment rapporté? Rien si ce n'est une facture salée. Il est temps d'ouvrir les comptes, de sortir le grand livre et de faire le bilan froidement. 1 an et demi de tension, de provocation, de silence glacé. Il faudra bien un jour que le régime algérien explique ce qu'il a tenté, ce qu'il a raté et surtout ce que cette crise a coûté au peuple. Et parlons-en du coup. L'image de l'Algérie en France démolie, saccagée, livrée en pâture aux extrémistes de tout poil. Les ultranationalistes français, les nostalgiques de l'Algérie coloniale, tous, ont sauté sur l'occasion pour enfoncer le clou. Résultat, une communauté algérienne de France en pleine tempête, titre de séjour gelé, dossier de régularisation, laissé en plan naturalisation ralenti, voire bloqué. Ce conflit n'a pas seulement abîmé une relation entre deux États, il a brisé des vies, détruit des parcours et nourri les pires discours. Faut qu'on le dise franchement, ce ne sont pas seulement des individus qu'on a touchés dans cette crise, ce sont des familles, des villages entiers, des régions qui vivent littéralement grâce à l'argent envoyé depuis la France. Mais ça, évidemment, personne ne veut vraiment en parler au sommet de l'État. Vous voulez voir ce que ça change, l'immigration? Allez donc faire un tour en Kabylie, vous y trouverez des villages entiers qui ne tournent que grâce aux virements réguliers de la diaspora. Et pas que dessous, hein. On parle d'un flux d'argent massif. Rien que les retraités algériens résidant en France envoient chaque année près d'1 milliard d'euros. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg.
Ajoutez à ça au moins 1,5 milliard d'euros supplémentaires envoyés par les travailleurs, les familles, les enfants du pays. On atteint sans forcer les 2,5 milliards d'euros qui quittent la France chaque année pour nourrir l'Algérie. Et ça ne concerne pas uniquement la Kabylie, ça arrose tout le pays d'Oran à Guelma de Sétif à Oum El Bouaghi. Et dans chaque grande ville de France, vous trouverez des Algériens. Et chacun d'eux, peu importe sa région d'origine, est un trait d'union vivant entre deux patries. Cette communauté, c'est le ciment invisible entre les deux rives de la Méditerranée. Ces hommes et ces femmes qu'on voit chaque jour bosser en France ne le font pas seulement pour eux. Ils bossent, ils cotisent, ils paient leurs impôts ici. Mais une grosse partie de ce qu'ils gagnent finit par prendre l'avion direction l'Algérie. Là-bas, ce sont leurs familles qui comptent sur eux. Et ça faut arrêter de le passer sous silence. On ne va pas se mentir, beaucoup d'Algériens vivant en France, surtout ceux qui ont vu le jour au bled avant de s'installer, ici ne vivent pas la belle vie française. Ils se serrent à la ceinture, prennent 2 boulots s'il le faut, tout ça pour envoyer de quoi faire vivre les leurs. Et on parle d'1 million de personnes rien qu'en France qui chaque mois envoient un bout de leur salaire au pays. Et ce flot d'argent, c'est un pilier économique. Grâce à eux, 5 millions de personnes en Algérie peuvent se nourrir, se soigner, payer l'école des enfants. 5 millions qui dépendent directement de ces transferts familiaux, c'est colossal. On ne peut pas faire semblant que ce n'est qu'un détail. C'est une bouée de sauvetage pour tout un pan de la société algérienne. Sérieusement, vous croyez qu'on peut se permettre de saboter nos relations avec un pays comme la France ? Un pays où l'on a autant d'intérêts en jeu, où l'on peut faire entendre notre voix peser sur les décisions, influencer les cercles de pouvoir. Ce serait du gâchis pur et simple. Le problème, c'est pas qu'on manque de cartes en main, non. Le vrai souci, c'est que on ne sait pas ou qu'on ne veut pas les jouer avec finesse. S'il y avait un minimum de stratégie au sommet de l'État, on aurait compris qu'avec un peu d'élégance, de diplomatie bien pensée et un soupçon de malice, on pourrait faire des merveilles. On pourrait construire un vrai pouvoir d'influence à travers la communauté algérienne en France, qui, soit dit en passant, représente un électorat non négligeable et une force économique loin d'être anodine. Et cette force, on la voit partout. Dans des métiers parfois invisibles mais essentiels, la propreté urbaine, la sécurité, le bâtiment où sans les Algériens, tout ralentirait. Et puis il y a l'autre face de la médaille, ces professions où ils brillent aussi parfois loin des projecteurs. Médecins dans les hôpitaux, ingénieurs dans les multinationales. L'Algérie exporte bien plus que de la nostalgie, elle envoie aussi du talent. Et ça faut le reconnaître. Alors on ne va pas se mentir, si les autorités algériennes n'avaient aucune idée de l'enjeu stratégique que représente la diaspora en France, croyez-moi, elles ne se seraient pas embêtées à ouvrir 20 consulats. Oui, 20, sur un seul territoire. Même les grandes puissances n'ont pas un tel maillage consulaire. C'est dire à quel point la présence algérienne en France pèse dans la balance. Le régime le sait, il n'est pas naïf. Il comprend très bien que cette diaspora, c'est une force. Et pourtant, au lieu d'en faire un levier diplomatique, un outil d'influence subtil et durable, on préfère rester dans l'affrontement stérile. On aurait pu, soyons honnêtes, mener une politique bien plus habile, créer des ponts avec les élites françaises, cultiver les réseaux, gagner du terrain dans les esprits. Il y avait même une carte à jouer sur le terrain symbolique, bâtir un front commun franco-algérien pour contrer les discours toxiques, les clichés rétrogrades et les extrémismes qui polluent l'image de l'Algérie, que ce soit chez les Français, chez les Franco-Algériens ou chez les Algériens de la diaspora. C'était possible. Mais il aurait fallu pour ça une vision. Ce qu'on a sous la main, c'est une vraie mine d'or humaine. Une constellation de cerveaux brillants, de profils compétents, de parcours inspirants des femmes et des hommes, qui ne demandent qu'à être écoutés, impliqués, intégrés à une vision d'avenir. Pas pour les manipuler comme des pions sur un échiquier politique, non, mais pour construire ensemble une dynamique d'influence intelligente, constructive. On aurait pu faire rayonner l'Algérie autrement. Pas besoin de cris de clash diplomatique, de menaces en l'air ou de portes qui claquent. Il existe un autre chemin, celui du dialogue stratégique, de la collaboration raffinée, du soft power maîtrisé. C'est là qu'on aurait dû investir. Parce qu'à force de jouer la carte de l'hostilité permanente, on passe à côté de nos meilleurs atouts. Et franchement, miser sur le conflit alors qu'on a tout un vivier d'excellence à portée de main,
C'est non seulement contre-productif, c'est aussi un non-sens total. 1 an et demi de tensions diplomatiques, pourquoi au juste rien? Nada. Le régime algérien tente encore de nous vendre l'illusion d'une victoire sous prétexte que Bruno Retailleau a quitté le devant de la scène. Sérieusement, on nous fait croire que c'est grâce à l'Algérie qu'il a déguerpi. Faut arrêter les contes pour enfants. La vérité, c'est que son départ n'a strictement rien à voir avec Alger. C'est juste un épisode de plus dans les feuilletons internes de la politique française, un bras de fer bien français entre Retailleau-Macron et le Premier ministre Lecornu. Une affaire de cuisine électorale bien locale, bien hexagonale. Et pendant ce temps, on veut nous faire croire que c'est une sorte de triomphe algérien. Soyons sérieux, l'Algérie n'a pas à descendre dans l'arène pour se battre avec un sénateur comme s'il s'agissait d'un combat personnel. Retailleau aujourd'hui et là demain, il ne sera plus qu'un paragraphe dans un article Wikipédia. L'Algérie, elle reste. Grande, ancienne et bien plus durable que tous les petits soubresauts politiciens de l'instant. Mais au fond, qu'est-ce qu'il cherche vraiment ce régime? Faire taire tout ce qui bouge. Il voudrait que Dancourt se taise à jamais, que Dion garde le silence à tout prix, que chaque opposant algérien installé en France prenne ses valises et disparaisse dans la nature. Et tant qu'à faire, que l'affaire MDZ soit rangée dans un tiroir fermé à double tour, puis oubliée à tout jamais. Soyons clairs, ça ne fonctionne pas comme ça. On peut rêver, mais en France même, Emmanuel Macron ne peut pas claquer des doigts et faire taire la presse, expulser les opposants ou censurer une enquête judiciaire. Il faut l'accepter, la France n'est pas un système parfait. On est d'accord, ce n'est pas un modèle de démocratie pure. Elle a ses ratés, ses bugs institutionnels. Mais au moins, c'est une démocratie. Et dans une démocratie, il y a des contre-pouvoirs, des institutions indépendantes, une justice qui ne décroche pas son téléphone à chaque appel de l'Élysée. Vouloir contrôler tout ça de l'extérieur, c'est se heurter à un mur. Et surtout, c'est ne pas comprendre le jeu. Emmanuel Macron, contrairement à ce que certains aimeraient croire, n'a pas un super téléphone rouge posé sur son bureau pour appeler le parquet antiterroriste et leur dire « Laissez tomber l'affaire MDZ ». Il ne peut pas non plus décrocher et ordonner à l'OFPRA de révoquer tous les statuts de réfugiés politiques des opposants algériens. Ce n'est pas une hotline présidentielle magique. Il ne peut pas non plus téléguider les juges pour balancer derrière les barreaux ceux qui critiquent Alger, ni appeler le Conseil constitutionnel pour dissoudre les partis qui déplaisent à l'autre rive de la Méditerranée. Désolé, mais ce n'est pas le mode d'emploi en France. Ici, la justice par coup de fil, ça ne marche pas. Oui, comme partout, il y a des jeux de pouvoir, des intérêts, des combines parfois. Mais le système français repose sur des équilibres, sur des institutions qui ne sont pas censées obéir au doigt et à l'œil. La France ne fonctionne pas comme l'Algérie. Et ce serait bien que certains à Alger arrêtent de penser qu'ils peuvent y importer leurs réflexes politiques. On ne devrait même pas avoir à le rappeler. Mais apparemment, les évidences, il faut encore les expliquer. Faut-il vraiment le dire, boycotter un sommet international de l'envergure du G20 juste pour ne pas croiser Emmanuel Macron? C'est pas une stratégie, c'est une farce. Refuser de mettre les pieds à Johannesburg par peur d'un tête-à-tête fortuit avec le président français, ce n'est pas un geste diplomatique. C'est une gifle à l'intelligence collective et surtout un affront direct à la stature de l'Algérie. On parle d'un événement planétaire, pas d'un apéro entre voisins. Et éviter Macron comme s'il était la peste, alors que ce n'est ni Napoléon, ni Jules César, ni un boss final de jeu vidéo. C'est absurde. Si l'idée c'était d'éviter la confrontation, alors c'est le prestige du pays qu'on a mis de côté. À un moment, il va falloir remettre un peu de sérieux dans la gestion de la grandeur nationale. Parce que se planquer derrière un boycott pour éviter une poignée de main, ce n'est pas de la stratégie, c'est du théâtre. Il faut remettre les choses à leur place. Il est président d'un pays, pas chef de clan. L'Algérie, ce n'est pas son salon privé ni une extension émotionnelle de sa vie conjugale. Ce n'est ni sa femme ni sa belle famille. C'est une nation, une vraie, avec des urgences à traiter, des intérêts à défendre, des choix stratégiques à faire. Et là, on parle de la relation franco-algérienne, pas d'un vieux malentendu de couple. On ne peut pas piloter une crise diplomatique comme on gère une dispute de couple en mode « Oh, je sais pas, j'ai pas envie de lui parler, il m'a blessé ». Stop. Un État, ça se gouverne avec du sang-froid, pas à coups de soupirs et de bouderies.
Et ce flottement permanent, cette hésitation chronique, c'est une régression. Pire, on est en train de réduire le régime algérien à un ado capricieux. C'est non seulement ridicule, mais surtout extrêmement dangereux pour les intérêts du pays, pour son image et pour son avenir.